Et bon, on va demander à Madame Trévet de prendre la parole. Madame Trévet, donc directrice territoriale Occitanie. SNCF Réseau. On va rajouter SNCF Réseau. Voilà, donc Catherine, si vous voulez prendre place, je vous remercie de prendre place au micro pour nous présenter les projets de LGV notamment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, Catherine Trevet, je suis la directrice territoriale SNCF Réseau Occitanie. Je voulais vous remercier pour l'invitation et vous réaffirmer tout le plaisir que j'ai à intervenir cet après-midi à vos côtés. Donc la commande que j'ai, c'est effectivement de venir vous parler des grands projets de SNCF Réseau en Occitanie. Je vais vous faire une présentation qui est plutôt sur une vision stratégique et non pas une présentation technique ou d'experts des enjeux de tunnels ou d'ouvrages d'art, mais en tout cas, l'objectif que je me suis donné, c'était de vous donner une vision générale des projets qu'on doit porter dans les 10, 15, 20 ans à venir. J'espère que ça répondra à vos attentes. C'est moi qui passe les slides, c'est ça? Quelle est la technique? Ok. Donc on a prévu une présentation en 4 temps. Déjà, vous rappeler un petit peu les grands chiffres de SNCF Réseau en Occitanie. Faire un zoom sur le projet de ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, appelé LNMP, ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Un zoom sur le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, appelé aussi ligne nouvelle Sud-Ouest, ou anciennement GPSO, pour ceux qui sont encore en franc. Et puis le dernier sujet, c'est les enjeux d'aménagement de la gare de Toulouse, Matabio, sur lequel je vais aussi y revenir. Donc SNCF Réseau en Occitanie, quelques chiffres clés. On a pas loin de 900 trains qui circulent au quotidien, pas loin de 800 trains de voyageurs, les choses augmentent chaque année, et une centaine de trains de marchandises sur notre territoire. On a 292 gares et haltes ferroviaires et 2600 km de voies ferrées, dont 1200 qui sont du réseau structurant, et le reste, ce qu'on appelle des lignes de desserte fine du territoire, ou dit aussi par d'autres petites lignes, mais nous on n'utilise pas ce wording qu'on ne trouve pas très élégant. Le projet de SNCF Réseau, la stratégie de SNCF Réseau Occitanie est basée sur 3 grandes orientations. La première, c'est la performance. La deuxième, c'est accompagner le développement. Et la troisième, c'est tous les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. Donc, améliorer la performance du réseau Occitanie, c'est quoi? Eh bien, c'est un enjeu final qui est assez simple, hein, des trains qui soient plus à l'heure. Pour réussir ça, un des gros leviers pour avoir des trains à l'heure sur l'infrastructure ferroviaire, c'est d'avoir une infrastructure qui soit régénérée. En France, on a un réseau ferroviaire qui est vieillissant. On a des investissements qui n'ont pas forcément été suffisants ces dernières années, et qui fait qu'on a une infrastructure qui s'est dégradée, et donc un enjeu fort de régénérer notre infrastructure. En parallèle de ça, il y a des enjeux de moderniser nos systèmes d'infrastructure. Et puis, bien évidemment, il y a des enjeux de développement. Pour vous donner une idée, la régénération du réseau structurant, l'enveloppe annuelle au niveau de SNCF Réseau National, c'est 3 milliards d'euros à l'heure où on se parle. Et le besoin, si on voulait maintenir la performance de notre infrastructure structurante, il faudrait monter à 4,5 milliards. Donc le réseau structurant est financé par des fonds État. Donc on dit que c'est sur fonds propres SNCF Réseau, mais c'est l'État qui finance la régénération du réseau structurant. Contrairement aux lignes de desserte fine du territoire, où là, c'est d'une responsabilité de la région Occitanie, souvent cofinancée avec l'État, qui a la responsabilité de régénérer ce réseau. Je vous dis ça parce que c'est pour nous très important les mécanismes de financement des infrastructures ferroviaires. Qui dit pas de sous, dit pas d'opération, que ce soit de la régénération, de la modernisation ou du développement. La régie, donc, sur du structurant, c'est SNCF Réseau. Sur le reste, ça va être la région. La modernisation, ça va être des cofinanceurs. Et le développement, ça va être des cofinanceurs. Qui dit cofinanceur, dit tout un exercice de recherche de tour de table financier pour équilibrer le projet. Et c'est un exercice, je le précise aussi parce que c'est hyper important. Et donc, tout ce que je vais vous dire derrière sur les projets, eh bien, c'est sous-entendu à chaque fois qu'on ait les financements attendus. Et j'appuie sur ce message-là aujourd'hui, d'autant plus vu la situation financière de notre pays et la situation financière des collectivités. Puisque les projets cofinancés, ça va être des financements Europe, des financements État, des financements région, des financements collectivités, et pour des embranchés, il peut y avoir des financements industriels aussi. Mais tous les financements qui viennent de sources politiques, eh bien, aujourd'hui, sont fragilisés. Donc, je vous ai parlé de 3 milliards d'euros par an sur le structurant sur l'ensemble du territoire français. En Occitanie, on est sur une région pro-ferroviaire,
avec des investissements jusque maintenant importants pour pérenniser l'infrastructure ferroviaire. Et donc, cette année, en Occitanie, la direction régionale Occitanie, on porte un portefeuille de 500 millions d'euros d'investissement sur notre infrastructure. L'année dernière, on était un peu plus fort, 555 millions d'euros. Et l'année d'avant, on était un peu moins fort, 483 millions d'euros. Sur ces 500 millions d'euros, la moitié sont des financements SNCF Réseau, donc sur du réseau structurant, donc des lignes, des grandes lignes. Et la moitié sont des financements de cofinanceurs que j'ai cités tout à l'heure, donc soit pour des projets de modernisation-développement, soit sur des projets de régénération des lignes de desserte fine du territoire. Ça représente cette année 35 chantiers majeurs qu'on porte sur l'ensemble du territoire avec un équilibre systématique entre la partie ouest et la partie est de l'Occitanie. Et un équilibre aussi entre les lignes de desserte fine et le réseau structurant. On a la chance cette année en Occitanie d'avoir aussi 4 trains-usines. Donc des trains-usines, c'est des trains spéciaux. Ce sont des espèces d'usines roulantes qu'on utilise pour faire la régénération de notre infrastructure de façon accélérée, donc soit la voie, soit la caténaire. Et donc on en a 4 cette année qui tournent sur l'ensemble du territoire, situés sur la transversale sud et sur l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Voilà, ça c'est la carte des principaux chantiers. On vous mettra à disposition le support, ce qui vous permettra d'avoir le détail si vous le souhaitez. La deuxième priorité, donc, je vous ai parlé de la performance avec la régénération. La deuxième priorité, c'est de poursuivre les projets de développement du territoire. Ils sont importants. Le portefeuille de projets potentiels sur l'Occitanie à horizon 15-20 ans, c'est 20 milliards d'euros, uniquement sur la partie infrastructure. Ces 20 milliards, vous les trouvez parce qu'on a déjà 2 projets de lignes nouvelles importants, 14 milliards d'euros sur la partie ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, mais aussi 6 milliards d'euros sur la partie ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, qui est phasée, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, on a 100 millions d'euros déjà au niveau de l'enveloppe fret, et il y a un contrat de plan État-région 2023-2027, qui est signé par un protocole pour le moment, qui est aussi très ambitieux sur les projets d'avenir pour l'Occitanie. Donc, l'objectif de ces projets de développement, c'est de permettre de développer l'offre voyageurs, de développer l'offre des trains marchandises, de mettre en place ce qu'on appelle des services express régionaux métropolitains. Ça, je vais le zoomer un peu plus, je vais prendre 5 minutes parce que derrière, on ne va pas y revenir. C'est un enjeu fort, les services express régionaux métropolitains. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle vulgairement des RER. On ne parle pas de RER en Occitanie ou en province, puisque ce serait déceptif par rapport à l'image du RER parisien qu'on peut avoir. On n'est pas du tout sur la même fréquence, on est plutôt sur une fréquence au quart d'heure, mais l'idée est bien d'avoir une fréquence cadencée de trains sur des axes périurbains pour offrir beaucoup plus d'offres de mobilité aux voyageurs, avec une vision multimodale qui s'articule autour de l'artère ferroviaire. Donc on part de l'artère ferroviaire, mais l'enjeu derrière, c'est vraiment la multimodalité et la complétude des différents modes de transport, avec un seul objectif, de rabattre les populations vers des transports en commun et de réduire les routes, de réduire les émissions carbone, de faciliter les déplacements, de faciliter l'économie des territoires en général. Et donc en Occitanie, on en a 2. On a le CERM de l'aire toulousaine, sur lequel on est, avec un profil d'étoile, puisque l'arborescence ferroviaire de Toulouse, c'est une étoile ferroviaire avec 6 pattes, où là, on a une brique ferroviaire majeure et des enjeux après d'aménagement des pôles d'échange des gares pour venir se rabattre avec l'offre Tisséo, métro, bus, mais aussi permettre des mobilités douces. Et donc, il y a en parallèle de ça, le CERM de l'aire Montpellier-Rennes. Donc là, c'est un petit peu différent, puisque l'aire Montpellier-Rennes, l'enjeu, il est plus multimodalité que ferroviaire, puisque d'un point de vue ferroviaire, on est sur un chapelet de gare, on est sur une branche uniquement, et donc on est sur un renforcement de l'offre en place, mais c'est surtout des enjeux de mobilité, tram, bus, mobilité douce, pour permettre de désaturer les transports en commun de Montpellier et ses alentours. Et donc, j'en ai parlé à travers les CERM, mais on a des enjeux donc très forts de multimodalité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas raisonner ferroviaire pur dans notre propre tuyau, dans notre silo, mais on doit vraiment raisonner parcours voyageur pour rabattre un maximum de gens. Notre objectif final à nous, c'est report modal. Quelques chiffres, oui, l'offre liée au train, donc ce sont les TER d'Occitanie qui sont donc portés par la région Occitanie qui est autorité organisatrice. C'est plus 24%
de développement de l'offre des trains DIO qui est prévue à horizon 2032. De notre côté, donc, il y a les 2 LGV, je vais y revenir plus tard. Et puis, d'un point de vue de trafic marchandises, on a une artère fondamentale sur le territoire Occitanie qui est ce qu'on appelle la transversale sud ou l'arc méditerranéen. Donc, c'est la ligne ferroviaire qui longe la Méditerranée pour aller jusqu'à l'Espagne, où là, on a un trafic fret et un potentiel trafic fret très important avec des potentiels développements de plus de 10% par an des trafics fret. Pour ceux d'entre vous qui utilisent cette autoroute qui longe la ligne, il y a énormément de camions, elle est très sollicitée, elle est déjà saturée, donc il y a un enjeu fort à rabattre les camions sur le train. Dernière priorité pour SNCF Réseau, c'est être un vrai acteur, avoir un rôle significatif dans tout ce qui est dynamique économique, sociale et environnementale sur le territoire. Alors, celle qui vous intéresse le plus, c'est la dynamique économique. Quand on parle d'un portefeuille de 20 milliards d'euros de projets d'investissement sur l'infrastructure, eh bien, c'est autant de retombées économiques potentielles pour des acteurs, des industriels. On dit chez SNCF que 1 euro investi sur l'infrastructure, c'est 80 centimes qui retombent dans l'industrie, dans l'économie de l'industrie. Donc, il y a un enjeu très fort. Si nous, on se porte bien, les industries se portent bien. Si nous, on s'enrhume, eh bien, forcément, il y aura des conséquences pour nos industriels qui portent avec nous les chantiers. Donc, on est très attentif à ces retombées économiques et on est aussi un peu chauvin, c'est-à-dire qu'on aime aussi donner de la visibilité sur les futurs marchés aux acteurs économiques de l'Occitanie pour leur permettre d'avoir connaissance des marchés sur lesquels ils ont une compétence et sur lesquels ils souhaitent se positionner et qu'ils aient une bonne compréhension de nos attentes pour avoir une réponse pertinente. Et donc avec comme objectif de permettre à ce que ces retombées économiques de nos projets d'Occitanie retombent aussi sur des acteurs économiques de l'Occitanie. Donc on organise pour ça des rencontres fournisseurs, ce qu'on appelle les rencontres fournisseurs, où on présente les différents marchés avec l'objet, le montant, le timing et puis les points clés importants pour nous sur ce marché qu'on nous fait. Concernant la partie écologique, transition écologique, je dirais qu'on a plusieurs priorités. On a les enjeux sur les projets d'éco-conception, essayer de réemployer un maximum de matériaux. Je vous donne un exemple, on a beaucoup progressé sur ces points-là. Sur les lignes de desserte fine du territoire, quand on fait un remplacement de voie, eh bien, on va récupérer de la voie déposée du réseau structurant qui a été contrôlée pour s'assurer qu'elle avait les bonnes caractéristiques et elle est réemployée sur les petites lignes qui, elles, sont moins exigeantes en termes de critères parce qu'elles transportent des trains moins lourds, la fréquence, les sollicitations sont moins importantes, donc on a un niveau d'exigence moins fort. Ça nous permet de réemployer des matériaux du structurant vers de la ligne de desserte fine du territoire, deux intérêts, un intérêt environnemental, c'est du recyclage, et un intérêt économique, puisque pour nos partenaires, et là c'est particulièrement la région, eh bien c'est moins cher de réemployer que d'acheter du neuf. Bon, ça c'est un exemple, mais sur la partie environnementale, on a aussi un enjeu très très fort de résilience aux évolutions climatiques. Donc le ferroviaire est, comme tout le monde, très impacté par l'évolution climatique, avec des impacts qui sont très différents d'un secteur à l'autre. Sur la partie arc méditerranéen, notre enjeu pour nous, c'est l'embrun, la montée des eaux, ce genre de choses. Et donc, il faut qu'on s'assure que notre ligne aujourd'hui qui longe l'arc méditerranéen, eh bien, à horizon 70-100 ans, sera résiliente et toujours exploitable. Si on regarde, parce qu'on a mené pas mal d'études, il faut savoir qu'on est très actif sur ça, on a mené des études pour essayer d'identifier, d'anticiper et de prévenir ces enjeux-là, pour mettre en place des actions, des barrages, pour maintenir l'exploitation de nos lignes. Et non pas pour faire juste le constat de se dire cette ligne-là va être submergée, il faut en construire une autre. Non, potentiellement cette ligne-là sera submergée. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour la rendre résiliente et lui permettre une pérennité au-delà de 70-100 ans. Donc on a par exemple cet arc méditerranéen, mais quand on regarde sur la partie Toulouse, le nord-est de Toulouse, on est sur des sols argileux, et là notre grosse difficulté, c'est le comportement de notre infrastructure face à ces sols argileux qui se comportent comme une éponge. En cas de sécheresse, ça se sèche, ça se fissure. Quand après l'eau arrive, ça se regonfle et claque, ça se gorge d'eau et donc ça se déforme. Et nous, notre infrastructure ferroviaire, elle bouge et on a des critères d'écartement à respecter. Et ensuite, quand nos trains mesureurs passent, eh bien, on n'est plus dans les critères. On est amené à mettre des limitations de vitesse, etc. Donc c'est très compliqué à gérer. Et il nous faut aussi apprendre à savoir faire face à ce genre de nouveaux comportements de notre infrastructure. Voilà les gros sujets sur la partie transition écologique.
J'en ai fini pour vous la visibilité un petit peu sur la stratégie et les enjeux forts d'un point de vue ferroviaire sur notre territoire. Maintenant, je vous propose de passer sur les grands projets. Sur la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, donc ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan, déjà pour commencer, un petit descriptif de ce que c'est. C'est une ligne nouvelle qui fait à peu près 150 km. L'objectif de cette ligne nouvelle, c'est on a aujourd'hui une ligne à grande vitesse qui descend jusque Montpellier. Entre Montpellier et Perpignan, on est sur de la ligne classique. L'objectif de cette grande vitesse, c'est donc de tirer cette ligne nouvelle qui descend jusqu'à Montpellier pour aller à terme jusqu'à Perpignan. Donc 150 km à tirer en deux phases. Une première phase d'environ 50 km entre Montpellier et Béziers, en rouge, et une deuxième phase d'environ une centaine de kilomètres entre Béziers et Perpignan. Donc la phase 1 est une opération qui est aujourd'hui dupée. C'est un projet à environ 2 milliards d'euros. Et on est sur ce qu'on appelle une ligne mixte. C'est-à-dire que sur cette ligne-là, c'est une ligne à grande vitesse, mais qui permettra quand même de faire passer des trafics fret, pour éviter de faire passer des trains fret dans les cœurs de ville, et pour aussi redonner de la capacité sur la ligne classique, pour renforcer l'offre des trains du quotidien. La phase 2, donc la phase 1, mise en service 2034, c'est l'objectif. La phase 2, donc Béziers-Perpignan, n'est pas dupée. Cette phase-là, on a comme horizon de mise en service 2040. On est sur un projet à 6 milliards d'euros, avec des enjeux de positionnement de gare nouvelle et de questionnement sur la mixité. Ces deux points-là, les partenaires, donc les cofinanceurs, nous demandent de les re-questionner, puisqu'initialement, le projet ne prévoit pas la mixité sur la deuxième partie Béziers-Perpignan, et ce projet prévoit de positionner 2 gares nouvelles. Et donc se pose la question de est-ce qu'on garde ou pas dans notre dossier de DUP ces hypothèses-là. C'est la dernière ligne droite pour se reposer ces questions avant d'aller chercher la DUP pour espérer une mise en service à horizon 2040. Alors pourquoi une ligne nouvelle ? Ça, c'est un point hyper important. Il y a beaucoup de fake news sur ce sujet-là. Sur les territoires, les gens pensent que cette ligne nouvelle est là pour remplacer la ligne classique parce qu'elle va être submergée. C'est faux. Cette ligne nouvelle, elle est là pour venir en complément de la ligne classique. On appelle ça un doublé de ligne complémentaire. C'est fondamental et c'est bien la commande de nos partenaires. L'objectif, c'est d'avoir un réseau ferroviaire plus performant et qui permette aussi d'augmenter les trafics ferroviaires. Aujourd'hui, sur cet axe-là, l'infrastructure ferroviaire est sur beaucoup de tronçons saturés. C'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité d'accepter les demandes de circulation de train que peuvent nous faire nos clients sur un certain nombre de secteurs. Et donc, si on veut redonner de la capacité à la ligne classique pour accepter plus de marchandises, par exemple, pour accueillir les plus 10% de trafic attendus, il nous faut absolument libérer de la place sur la ligne classique. Si on veut aussi permettre à la région Occitanie de faire plus 24% d'offres à horizon 2032, il nous faut absolument lui faire de la place sur la ligne classique pour pouvoir faire ces développements d'offres. Et donc, ça passe par une ligne nouvelle pour y basculer les TGV et certains frets sur la première partie et pas sur l'autre. Donc ce double de ligne, il est vraiment essentiel pour permettre les développements d'offres. Il est aussi essentiel, cette ligne est aussi essentielle pour finir l'aménagement du territoire, le corridor méditerranéen, pour aller relier en grande vitesse la France à l'Espagne. Il nous manque donc ces 150 km pour y aller. Stratégiquement, c'est fondamental pour avoir ce corridor méditerranéen. Il a aussi un enjeu environnemental très fort, puisque baisse des émissions carbone, donc fondamental pour la planète. Et puis, il a aussi un enjeu de continuité d'exploitation. Alors, la continuité d'exploitation, c'est quoi ? S'il y en a parmi vous qui utilisent cette ligne, vous verrez que la qualité de service, elle n'est pas satisfaisante, parce qu'on est sur une ligne qui est difficile à exploiter, parce qu'elle a beaucoup de passages à niveau, elle a beaucoup de trafic, et donc beaucoup d'aléas. Et quand il y a un aléa et qu'un train bloque la ligne, eh bien les circulations s'arrêtent tant qu'on n'a pas traité la gestion de crise pour pouvoir repartir. Ça peut être parfois très pénalisant et on est sur un secteur très fréquenté, un secteur touristique aussi. Sur les périodes d'estival, c'est quand même dramatique quand on se retrouve avec tout le monde planté. Donc la mise en place de ce doublet de ligne permettrait, en cas d'aléa sur la ligne classique, de dérouter les trains et de façon exceptionnelle sur la ligne à grande vitesse pour permettre d'assurer une continuité des flux, le temps de gérer la crise sur la ligne classique. C'est quelque chose qu'on fait déjà sur le contournement Nîmes-Montpellier, puisque la phase précédente, c'était la LGV qui avait été descendue de Nîmes vers Montpellier. Le contournement Nîmes-Montpellier est en mixité et permet donc d'avoir cette continuité d'exploitation en cas de gestion d'aléa. C'est très important pour la souplesse de l'exploitation.
Voilà, et donc aussi, sachez que c'est un projet qui s'inscrit dans les grandes démarches nationales et qui est inscrit dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités comme étant un projet prioritaire de par les enjeux liés à l'Espagne et les enjeux de décarbonation du pays. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je sais que ça, c'est des questions que beaucoup d'entre vous se posent. Donc, je vous ai dit, la phase 1, donc jusqu'à Béziers à horizon 2034, la phase 2, donc de Béziers à Perpignan à horizon 2040. Aujourd'hui, la phase 1, elle est dupée. On est actuellement en plein travail d'étude pour avancer sur ce projet. Notre objectif, pour nous, on est sur un projet qui va être porté en termes de stratégie de maîtrise d'ouvrage en conception-réalisation. Et donc, l'objectif pour nous est de désigner l'acteur qui sera en charge de porter ce marché de conception-réalisation à horizon fin 2027, pour démarrer les travaux à horizon fin 2029, pour être opérationnel à horizon fin 2034. Donc là, on est sur une période clé où il faut qu'on prépare le marché pour aller choisir ce concepteur-réalisateur, sachant qu'il y a quelques points clés dans cette phase 1 à laquelle il faut absolument qu'on réponde. Cette phase 1 a un viaduc, mais j'y reviendrai plus tard, de Poussan qui est prévu et sur lequel il y a un concours d'architectes international qui est prévu, qu'il faudra que le concepteur-réalisateur intègre dans sa démarche. Il y a aussi des enjeux très forts de rassurer les collectivités et les acteurs du territoire sur la desserte demain de Agde et de Sète. Ce sont les gros perdants de ce projet, puisque demain, la ligne nouvelle ne passera pas par Agde et par Sète. Et donc aujourd'hui, les TGV, comme après Montpellier, on rejoint la ligne classique, les TGV en vitesse normale s'arrêtent dans les gares de Agde et de Sète. Demain, ils continueront sur la ligne nouvelle, certains, et ne desserviront donc plus Agde et Sète. Il y aura donc une rupture de charge. Les voyageurs devront descendre en gare Amont ou Aval, prendre un TER pour aller sur Agde et sur Sète. Donc ça, c'est un point important sur lequel il faut qu'on rassure pour permettre d'avoir une bonne desserte de ces gares-là. L'autre enjeu, c'est la résilience de l'arc méditerranéen. J'y reviens pas, mais c'est une source d'inquiétude et bien faire comprendre qu'on est bien sur un projet de doublé de ligne et pas sur un projet de remplacement de ligne. Et puis, le troisième point qui est très important, c'est la phase 2. Je vous l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais sur la phase 2, on est en train de re-questionner l'intérêt de la mixité, de re-questionner d'un point de vue étude de trafic, quel serait le bon positionnement des gares nouvelles pour éclairer de façon objective les cofinanceurs, donc les décideurs, pour savoir quel est le scénario qu'on pousse dans le dossier qu'on va transmettre pour obtenir la DUP. Voilà sur le planning, les grandes lignes. Juste pour vous, sur les 6 milliards d'euros, donc 13 partenaires cofinanceurs, 40% de financement en collectivité, 40% de financement État, 20% de financement Europe. Sur la partie financement Europe, sachez qu'on est très soutenu par la Commission européenne, puisqu'on a déjà obtenu près de 38 millions d'euros de financement à travers les différentes calls sur ce projet. Donc elle répond présente. Alors maintenant, sur la partie consistance des travaux, eh bien, on est sur un projet avec 3 raccordements au réseau existant, qui sont à Montpellier, Villeneuve-les-Béziers et à Lattes. On est sur un projet avec une sous-station électrique à créer du côté de Lattes-la-Castel. Et puis, on a 2 franchissements de l'autoroute qui sont aussi intégrés dans cette phase 1. Toujours sur cette phase 1, eh bien, il y a un tunnel dans le massif de la Gardiole qui est prévu sur la phase 1, une base travaux qui est du côté de Bessan. On a 18 viaducs sur le projet et environ 120 ouvrages d'art à traiter dans le cadre de cette première phase du projet qui est DUP. Un petit zoom sur le viaduc de Poussan, justement. Donc, ce viaduc de Poussan fait beaucoup réagir, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une zone Natura 2000, espace protégé, et donc des enjeux très forts d'intégration de cet ouvrage dans l'environnement. Du coup, les partenaires financeurs nous ont demandé de mettre en place un concours international d'architecture et d'ingénierie qui sera intégré dans le marché de conception-réalisation pour pouvoir sécuriser l'emprise au sol de cet ouvrage, qui est quand même conséquent, 1400 mètres de longueur et 30 mètres de hauteur, et vérifier sa bonne intégration paysagère. Calendrier de réalisation, donc là on zoome sur la phase 1. On est actuellement dans la phase de dialogue territorial, des réunions publiques qui s'organisent. L'objectif pour nous, c'est d'avoir passé l'appel d'offres sur le marché de conception-réalisation à horizon fin 2029, c'est ce que je vous disais,
pour ensuite engager la phase de conception 28-29, avec en parallèle ce fameux concours international qui est essentiel pour l'acceptabilité du projet. Et puis désignation du lauréat courant 2029, fin 2029, pour partir sur 5 années de travaux. Voilà sur les grandes lignes de ce projet-là. Quelques chiffres quand même, 900 hectares de surface de travaux, plus de 9 millions de mètres cubes de déblais, environ 235 000 mètres linéaires de rails, près de 10 millions d'euros de remblais, et puis 1,6 million d'euros de mètres cubes de dépôt. Donc c'est quand même un chantier colossal. Une dimension environnementale très très forte. Donc pour nous, la démarche ERC fondamentale, éviter, réduire, compenser, pour pouvoir avoir un dossier solide. Il ne vous a pas échappé que les obligations réglementaires administratives liées aux enjeux environnementaux se sont clairement durcies. En tant que maître d'ouvrage, il nous faut être hyper attentif à ces procédures, puisque déjà pour obtenir une autorisation environnementale, il faut avoir des dossiers très très conséquents et très lourds. Et derrière, il faut que cette autorisation environnementale soit solide pour ne pas être requestionnée. Et il nous faut, nous, derrière, quand on est en phase de réalisation, veiller à respecter l'ensemble des clauses de cette autorisation environnementale, puisque aucun écart ne sera toléré. Donc de notre côté, ça fait maintenant 18 mois qu'on s'est musclé sur ces procédures d'autorisation environnementale pour limiter les risques sur nos projets. Et je parle de limiter, mais je sais que Philippe veut qu'on en parle tout à l'heure. Limiter les risques parce qu'aujourd'hui, pour nous, clairement, le risque zéro n'existe pas. Le risque, il est très fort sur ces démarches environnementales et on est très, très vigilant et très attentif sur ce point-là. Ligne nouvelle sud-ouest, dit GPSO, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Donc là, on est sur un projet avec 4 enjeux majeurs. Le tronçon donc de ligne nouvelle purement Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Le tronçon d'aménagement ferroviaire au sud de Bordeaux pour permettre d'aller se raccorder sur l'entrée de Bordeaux. De façon similaire, l'aménagement ferroviaire au nord de Toulouse pour aller se raccorder, donc rentrer dans la gare de Toulouse. Et puis le quatrième enjeu, c'est les enjeux de gare et d'aménagement des gares pour permettre d'accueillir les flux et les trafics. Donc juste en quelques mots, la partie ligne nouvelle, c'est 327 km de ligne nouvelle pour gagner 1 heure de temps de parcours entre Bordeaux et Toulouse et 20 minutes entre Bordeaux et Dax. La partie sud de Bordeaux, c'est une mise à 3 voies. La partie nord de Toulouse, c'est une mise à 4 voies. Et au niveau des gares, c'est 3 gares nouvelles et 2 haltes nouvelles, phase 1, phase 2, qui sont prévues, sachant que la phase 2, pour le moment, n'est pas lancée. Donc voilà, phase 1, phase 2. Donc la phase 1, il y a 3 opérations. On voit bien la descente de Bordeaux, on voit bien l'entrée dans Toulouse en rose, et puis on voit le tronçon de ligne nouvelle qui, lui, finalement, a un tronçon commun, et puis un tronçon propre qui va vers Dax, un tronçon propre qui va vers Toulouse. Les AFSB, sud de Bordeaux, c'est 12 km, nord de Toulouse, c'est 19 km de ligne. La phase 2, quant à elle, Dax-Espagne, mais je ne vais pas la zoomer, c'est 91 km. Mais on ne la zoome pas, mais elle est quand même fondamentale, surtout par rapport aux partenaires, parce que cette phase 2, elle permet d'aller se raccorder à l'Espagne, et donc elle nous rend plus forts aussi pour obtenir les subventions européennes dont on a besoin. Elle donne du sens sur la continuité européenne. Alors je vais commencer par les gares, puisque j'ai fini sur le slide d'avant par les gares, je vais commencer par les gares. Donc sur les gares, on a 3 gares nouvelles et une halte ferroviaire qui est prévue dans cette phase 1. Donc il y a la gare nouvelle de Montauban, qui va être une gare à étage, où on va avoir sur un étage les trains à grande vitesse, et on va voir sur un autre étage les trains régionaux. C'est le modèle de la gare de Nîmes. Il va y avoir une gare nouvelle à Agen, qui là prévoit la mise en place de navettes TER en direction de la gare d'Agen historique. Il va y avoir la gare nouvelle de Mont-de-Marsan, et puis la halte qui sera située au sud de Gironde, donc sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Alors, un mot sur les financements, c'est un projet colossal, 14 milliards d'euros, c'est ce que je vous disais. Sur ces 14 milliards d'euros, il y a un peu moins d'1 milliard qui est lié aux aménagements au sud de Bordeaux, un peu moins d'1 milliard sur le nord de Toulouse, et puis le reste est sur la partie ligne nouvelle, entre le tronc commun qui est à près de 2 milliards, la partie sud-Gironde-Toulouse qui est à 6,6 milliards, et la partie en direction de Dax qui est à 3,7 milliards. On a 25 collectivités qui sont sur ce projet. Alors, je le précise parce que ça veut dire qu'il faut aligner et mettre d'accord
25 collectivités de tous horizons, avec des enjeux tous très différents, puisque Bordeaux-Toulouse, il ne vous a pas échappé que les enjeux pour la Gironde sont beaucoup moins forts que les enjeux pour l'Occitanie, puisque eux, ils ont déjà leur TGV. Donc sur cette deuxième partie, il faut qu'ils soient solidaires pour aller chercher Toulouse, mais d'un point de vue service et d'un point de vue population, ils ont beaucoup moins d'enjeux, et par contre, ils sont appelés sur le tour de table financier. Donc c'est un exercice qui n'est pas simple, d'aligner tout le monde pour sécuriser le projet, d'autant plus dans un contexte où on manque d'argent. Donc la phase 1, elle est déclarée d'utilité publique, c'est ce que je vous disais, la phase 2 ne l'est pas pour le moment. Et on est sur un financement 40% État, 40% collectivité et 20% Europe, même modèle que la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. La consistance des travaux. Alors, on vous a prévu des slides précis pour chacun des tronçons, mais Sud-Bordeaux, c'est 12 km de voies, 17 ouvrages d'art, 2 murs de soutèlement, des suppressions de PN, de la caténaire à remplacer sur 7 km, des aiguillages à poser sur 40 km, des écrans anti-bruit sur 10 km et 4 gares et haltes modernisées. Donc là, il y a un zoom sur les 4 gares concernées. Donc c'est Saint-Médard, Villeneuve, Bègles et Cadojac, où on a des enjeux de pont-route, des enjeux de passerelles, des enjeux d'aménagement routier et cyclo-piéton, et des enjeux de franchissement de cours d'eau aussi. Sur la partie nord de Toulouse, cette fois-ci, c'est 19 km, donc un peu plus long, 12 ouvrages d'art, 3 km de murs de soutèlement, 73 km de voies créées, 67 km de caténaires remplacés, donc on a un gros enjeu de caténaires sur ce chantier-là, 48 aiguillages à traiter et 7,7 km d'écran anti-bruit. La partie ligne nouvelle, quant à elle, c'est 327 km de ligne nouvelle qui va traverser 105 communes avec 15 km de raccordement au réseau existant. La dimension environnementale, elle est fondamentale, donc de par les valeurs qu'on porte, de par les attentes de nos partenaires, mais aussi maintenant de par les obligations réglementaires qui nous contraignent dans nos projets. Donc je vous en ai parlé sur LNMP, mais c'est la même chose sur LNSO. Le cœur de la démarche chez nous, c'est vraiment éviter, réduire, compenser. Quand on pense à un projet, la première chose pour nous, c'est d'éviter d'avoir des impacts sur l'environnement pour réduire derrière les contraintes administratives. Quand on ne peut pas, c'est de les réduire, et vraiment, quand on est coincé, qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien on va aller compenser avec des enjeux fonciers importants. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur la ligne nouvelle Sud-Ouest. Et le dernier chapitre de ma présentation, donc là on est sur les aménagements de la gare de Toulouse-Matabio. C'est un projet qui en interne s'appelle Néo-Matabio. C'est un projet qui vient s'inscrire complètement dans le projet porté par l'ensemble des partenaires du territoire d'aménagement de la gare de Toulouse et de ses environs. On est complètement imbriqué avec les projets portés par Tisséo de 3e ligne de métro, et on est aussi complètement interfacé avec le projet de halte des mobilités porté par la maîtrise d'ouvrage de la région Occitanie. Donc notre objectif là, c'est de rendre la gare plus accessible, plus connectée et plus conviviale. On a déjà commencé, ceux qui utilisent la gare de Toulouse ont pu voir qu'il y avait déjà eu pas mal d'aménagements, mais ça va se poursuivre jusqu'à 2028, date de mise en service de la 3e ligne de métro, où on attend une augmentation des flux, et il faut qu'on soit aussi conforme par rapport aux sorties du métro. Donc la nouvelle gare, c'est 5000 m² de chantier, c'est 15 000 voyageurs par jour attendus à horizon 2032, et c'est un chantier à 42 millions d'euros. L'objectif pour nous de ce chantier, c'est de prolonger les souterrains de la gare pour venir s'interconnecter aussi bien à la halle des mobilités qu'au métro de Toulouse. Donc on a 2 opérations qui sont répertoriées dans ce projet. Une opération de souterrain métro qui est complètement à gauche en rose sur le schéma, qui est déconnectée de la COK et qui est accessible PMR. Et puis on a 2 nouvelles entrées de gare qui prolongent les souterrains nord et sud qui aujourd'hui ne sont pas traversants pour aller rejoindre la future halle des mobilités qui est en orange sur le plan. Donc je le redis, ça c'est de la maîtrise d'ouvrage région, le orange. Nous, notre partie, c'est bien le rose. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure fluidité des flux voyageurs avec un souterrain nord et un souterrain sud qui peuvent aller aussi bien sur le bâtiment voyageur historique que sur la future halle des mobilités qui aura sur son parvis un accès métro. Donc c'est un lien essentiel entre nous tous au service des voyageurs de Toulouse. Donc sur les financements, le souterrain métro, il est cofinancé à parité Toulouse Métropole, Tisséo, État et SNCF Gare et Connexion. Et sur la partie entrée de gare, ce sont des fonds CPER, État-région.
La maîtrise d'ouvrage donc de ce prolongement des souterrains est réalisée par SNCF Gare et Connexions. Et de notre côté, SNCF Réseau, on a en charge de porter la maîtrise d'ouvrage des objets ferroviaires sous maîtrise d'ouvrage déléguée, donc SNCF Réseau. Le planning, il est sur le premier semestre 2025, on dépose les infrastructures ferroviaires qui sont en surface pour permettre à SNCF Gare et Connexions d'accéder pour faire ses souterrains. En 25-26, donc réalisation des principaux travaux d'ouvrage d'art par SNCF Gare et Connexions. Et en 2027, premier semestre, nous, on vient reposer les installations ferroviaires pour permettre la reprise des circulations dans de bonnes conditions. La mise en service, c'est ce que je vous disais, 2028, complètement en phase avec le projet de TCO, Toulouse Métropole. Voilà pour mon intervention. Merci Madame Trevet. Avec Voilà, plaisir. ça correspond à ce qu'on s'était fixé. Voilà, il y a beaucoup de projets à présenter en très peu de temps. Merci de votre célérité, voilà, pour avoir respecté le temps de parole.